Même passé à la loupe, la vie est imprévisible. Aléa vous le prouve tout de suite sur France 3. Question pour un champion. Demain sur France 3, Les 10 meilleurs du trimestre. emporté par le rythme, Bonne réponse. Bonne réponse. vitesse cérébrale maximale, rapidité d'exécution pour une finale bondissante. Quelle tragédienne française d'origine espagnole? Quelle chanteuse québécoise? Quelle danse de rythme vif? Avec Julien Lepers. Bien joué. Les Masters de bronze de Questions pour un champion. Demain à 20h55 sur France 3. Allons Alain, au lit là-haut, ici et là. Aléa. Le vagabond n'est qu'un miroir. Aléa. La littérature est pleine de personnages plus vrais que vrais. Dans le monde entier, les spécialistes, organisés en véritable société, tentent de prouver l'existence de Gargantua, celle d'Harpagon ou de Jean Valjean, et même celle de... Pour vous, l'affaire commence dans le brouillard. Les murs sont des murs de briques comme à Londres. La plaque de la rue est en anglais, mais c'est élémentaire, le motif de la plaque est parisien. On essaye de vous tromper. Les briques sont imprimées sur du papier peint. Voyez, le brouillard n'est que la fumée d'une casserole sur le feu. Vous vous demandez où vos pas vous mènent. Vous entendez la circulation au dehors? Nous sommes en pleine ville, mais quelle ville? Ah, regardez. La silhouette ne vous est pas inconnue. Il doit s'agir d'un chimiste. Un ticket de métro. Un billet de la RATP, la Régie autonome des transports parisiens. Vous êtes à Paris, c'est élémentaire. Tu sais très bien que si on cherche... Que sont ces voix? De quoi parlent ces étranges personnages? Ils sont costumés et la conversation tourne autour de deux initiales. HS. Non, ce n'est pas HS, c'est SH. C'est élémentaire, bien sûr. S comme Sherlock et H comme Holmes. Est-ce que Sherlock Holmes qui a existé? Est-ce que Sherlock Holmes a vraiment existé? Oui. Vous êtes à Paris et c'est élémentaire, vous avez assisté à une réunion de la société Sherlock Holmes de France, les Holmésiens de France. Vous n'ignorez pas que Tintin est un simple personnage de bande dessinée. Vous savez que le commissaire Maigret a été inspiré par un personnage réel et Sherlock Holmes, lui, a-t-il réellement existé ou est-ce un simple personnage de fiction créé de toutes pièces par un médecin, un écrivain, Sir Conan Doyle? Voilà un homme qui a l'air d'en savoir long, très long. Président de la société Sherlock Holmes de France, il mène ses enquêtes comme Sherlock Holmes lui-même.
Vous lui dites alors que ce Holmes n'est que le produit de l'imagination d'un auteur. Pas du tout, Sherlock Holmes a existé, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Il suffit de chercher dans les documents qui sont dans les archives aujourd'hui en France, par exemple. Sherlock Holmes est sans doute descendu à l'hôtel du Louvre, car, alors au départ, pas par plaisir, mais il a été attiré à l'hôtel du Louvre par un espion allemand qui s'appelle Hugo Oberstein, et qui, dans une aventure titrée par le Dr Watson « Les plans du Bruce Partington », les plans d'un sous-marin qui ont été volés à Londres, Watson nous raconte comment Sherlock Holmes, après avoir débusqué cet espion qui se cache à l'hôtel du Louvre, va l'arrêter, et nous avons mené une enquête pour vérifier si Sherlock Holmes avait effectivement son nom avait été inscrit sur la liste des clients, et nous avons trouvé plus troublant, à la même époque, le peintre Camille Pissarro était locataire d'une chambre à l'hôtel du Louvre. Il a donné dans son œuvre de nombreuses vues de l'avenue de l'Opéra peintes de cette chambre. Et quand on étudie l'œuvre à la loupe, on voit qu'il s'agit d'une falsification gentille, humoristique, mais ce n'est pas le travail de Pissarro. Cette tenue n'est pas la tenue de Sherlock Holmes. On sait aujourd'hui que Sherlock Holmes n'a jamais porté ça. Voilà Sherlock Holmes. Sherlock Holmes tel que nous le connaissons et tel que nous l'aimons. Mais aujourd'hui, nous menons une enquête sur Sherlock Holmes. Alors nous allons étudier à la loupe la tenue de Sherlock Holmes. Est-ce que c'est le costume que Sherlock Holmes portait dans les aventures racontées par le Dr Watson? Alors commençons par ce manteau qui s'appelle un McFarlane. Mais nulle part il est écrit dans les aventures de Sherlock Holmes que Sherlock Holmes portait ce manteau. Pourquoi Sherlock Holmes porte... Sherlock Holmes n'a jamais pu fumer cette pipe. En revanche, Sherlock Holmes fumait cette pipe. Je porte une Deerstalker, qui est une casquette de chasse, et qu'on ne peut pas imaginer Sherlock Holmes sans porter cette casquette. D'ailleurs, cette casquette aujourd'hui s'appelle, dans les dictionnaires franco-anglais, casquette Sherlock Holmes. Eh bien, cette casquette, Sherlock Holmes ne l'a jamais portée. Sherlock Holmes, quand il sort chez lui, il coiffe en haute forme. Et nous avons ici la tenue de Sherlock Holmes. Haute forme, redingote noire, costume strict, et là, au revers, une Légion d'honneur. Là, en revanche, c'est la réalité. Sherlock Holmes, en 1894, est bien décoré de la Légion d'honneur. Et pour avoir une preuve de cette remise de médaille, nous sommes allés tout logiquement au musée de la Légion d'honneur, où sont conservés les registres avec les noms de tous les gens qui ont obtenu la Légion d'honneur. Et en 1894, donc l'année annoncée par Watson, il y a la liste de sujets britanniques qui l'ont obtenu, et à la lettre H, nous lisons S. Holmes. Vous visitez l'appartement de Thierry Saint-Joannis. Les étagères, les vitrines sont pleines des souvenirs du grand détective. Des preuves de l'existence réelle de Sherlock Holmes s'accumulent. Il habitait 221B Baker Street. Cette maquette, c'est une reconstitution du sitting room de Sherlock Holmes qui habitait au 221B à Baker Street
au tournant du siècle, vers les années 1887 à 1914 peut-être. Sherlock Holmes et le docteur Watson louaient l'appartement et les meubles étaient sur place pour la plupart et simplement chacun avait amené qui ses bouquins, qui ses souvenirs de guerre d'Afghanistan, qui son matériel de chimie et ses objets personnels. Alors, est-il imaginaire? A-t-il existé? Vous voyez les Holmésiens. Ils s'identifient aux personnages des aventures de Holmes. Ils reconstituent dans les moindres détails les enquêtes du fameux détective parce qu'il faut que leur héros demeure immortel. Pour nous, il semblerait que Sherlock Holmes soit décédé en 1957. On s'est dit peut-être que Sherlock Holmes avait choisi d'être enterré en France. Et dans ce cas-là, peut-être à Paris. Et à Paris, c'est le Père-Lachaise qui était le cimetière le plus connu. Et un jour, nous sommes tombés devant une tombe en marbre noir, sans aucune inscription nous indiquant à qui appartenait cette tombe et qui était enterré là, mais simplement il y a un S et un H en or entrelacés qui sont les initiales de Sherlock Holmes. Alors, il ne fait aucun doute que c'est la tombe de Sherlock Holmes et que Sherlock Holmes, décédé certes, est enterré à Paris. Quand on se promène dans les allées du Père-Lachaise et qu'on tombe sur cette tombe mystérieuse où seuls sont inscrits les initiales S et H, et que on tente une expérience, c'est-à-dire qu'on pose sur la tombe la casquette de Sherlock Holmes, sa pipe ou une loupe, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, la foule s'attroupe, se rassemble devant cette tombe, et vous entendez des gens, sans qu'on dise rien, dire « c'est la tombe de Sherlock Holmes », car ils ont compris que S et H voulaient dire Sherlock Holmes, et certains même prétendent qu'ils le savaient depuis longtemps, car c'était inscrit dans des guides touristiques. Mais tout ça, c'est des suppositions, c'est des choses qui se créent au moment où les objets et les initiales sont mis ensemble. En fait, dans cette tombe, quelqu'un repose, mais qui ne s'appelait pas Sherlock Holmes. Et des tombes où on va trouver uniquement la lettre S et la lettre H, il doit y en avoir des centaines dans le monde, et ce n'est pas donc une preuve suffisante pour dire il a existé et il est enterré au Père-Lachaise. Vous observez qu'aux preuves de l'existence de Holmes s'opposent des doutes sérieux. Pourtant, les détails de la vie du détective sont si nombreux, si précis, que vous avez bien du mal à penser qu'il s'agit là d'une fiction. Voilà Holmes, violoniste, méticuleux, boxeur, collectionneur, chevalier de la Légion d'honneur. Alors là, la Légion d'honneur, c'est un autre problème plus difficile. Watson nous dit Sherlock Holmes obtient la Légion d'honneur en 1894 et on retrouve dans le registre de la Légion d'honneur, à l'année 1894, un Holmes prénommé d'un prénom qui commence par un S, car dans cette liste, nous n'avons que l'initiale du prénom, donc on lit S.Holmes. Mais de là à dire que ce S est l'initiale de Sherlock, c'est aller un peu vite. Sherlock Holmes aurait cherché un peu plus loin, c'est ce que nous avons fait. Et quand on cherche qui était ce Holmes, on se rend compte qu'il ne se prénommait pas Sherlock, mais Sidney, et que c'était un Anglais qui a été décoré parce qu'il avait présidé le stand anglais, je crois, lors d'une exposition universelle à Paris. Donc, il faut toujours aller à la source, chercher pour... on peut se laisser abuser par des apparences. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un appareil? Ah, photographique si j'en juge par l'objectif, ou plutôt cinématographique.
l'invention des frères Lumière, mais il n'y a personne derrière. Voilà quelque chose de bien mystérieux. Une affaire qui commence et que mon ami le docteur Watson baptisera sans doute l'affaire du caméraman disparu. Aléamentaire, mon cher. Voilà, continuez à détasser tout le dos, relâchez bien les épaules. On se tient mal. La France se tient mal. L'Europe se tient mal. L'Occident se tient mal. Bref, tout le monde souffre du mal de dos, le mal du siècle. Pour se remettre d'aplomb, regardons vers l'Afrique. J'ai bien volontiers accepté cette association pour 3 raisons. La première, c'est que la prévention fait partie des missions de l'hôpital public. La deuxième raison, c'est qu'ils utilisent des méthodes on ne peut plus naturelles. La troisième raison, c'est que la plupart des accidents du travail en milieu hospitalier sont causés par des lombalgies. Et j'espérais bien que le personnel serait fortement intéressé par cette initiative nouvelle. J'ai découvert une méthode qui m'a complètement transformé. C'est pas quelqu'un, là, tout d'un coup, quand on va inventer une nouvelle technique, comme aujourd'hui, il y a des tas de nouvelles techniques. C'est pas une technique. Voilà, continuez à détasser tout le dos, relâchez bien les épaules. Et ayez vraiment dans les yeux les images de vos grands-parents, les images de vos enfants de 2 ou 3 ans qui commencent à marcher. Et c'est ça qu'il nous faut retrouver. Il faut que vous arriviez à garder cet étirement de colonne vertébrale tout le temps où vous avez votre charge sur la tête, qu'elle soit toute petite ou qu'elle soit très grosse. Bon, et hop, on étire. L'idée m'est venue du fait que j'avais pris conscience que nous étions sortis de l'aplomb normal du mammifère humain, si on peut dire ainsi. Et je cherchais comment retrouver cette position primordiale. Et j'ai pensé que les femmes d'Afrique qui portent très lourd devaient probablement être d'aplomb, sinon ça serait trop lourd pour leur colonne vertébrale. Donc je suis allée travailler en Afrique et en Inde, après quoi des kinésithérapeutes m'ont dit que je travaillais très bien, mais que ça ne les intéressait pas du tout parce qu'ils soignaient des blancs. Donc j'ai cherché des blancs et je suis arrivée au Portugal où tout ce groupe de déchargeurs dans lequel j'ai pu entrer grâce à Miguel m'a appris à porter sur la tête et je me suis aperçue que ma colonne et celle de tous mes élèves, nos colonnes vertébrales allaient beaucoup mieux à force de travailler le port sur la tête. Mais ce n'est pas mettre quelque chose sur la tête, c'est travailler le port sur la tête, c'est-à-dire l'étirement de la colonne vertébrale à contrepoids. Il faut quand même réaliser que dans la colonne vertébrale passe le système nerveux central. Tout le système rachidien sort entre chaque vertèbre de la moelle épinière. Dans la mesure où la colonne vertébrale est parfaitement libre, l'énergie passe bien, et c'est extraordinaire au point de vue organique. Il y a des médecins qui ont l'intelligence de trouver que c'est intelligent. Tu peux peut-être arriver. C'est pas une théorie, c'est une pratique que nous avons. Dans tes versions. Ici, c'est pas sorti, c'est ce qu'on avait fait avant. La grande intuition de Noël Pérez a été
de voir que nous n'étions pas d'aplomb. L'aplomb, c'est la vie. Et à partir de l'aplomb, ce que nous avons retrouvé, c'est défaire nos tensions, défaire l'apport de notre civilisation qui nous a sortis de cet axe pour revenir dans notre corps d'aplomb. Et à partir de là, ben, tout est possible. Mon travail, c'était de porter des sacs de 50 kilos. Et je les portais toujours sur mes genoux. Et quand je suis revenu du stage, j'ai eu l'impression que je pouvais monter le sac sur mon dos. Et j'ai pris le sac de mon camion et j'ai monté le sac de 50 kilos sur mon dos, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et sans effort, sans fatigue et sans mal. Alors bon, pour moi, c'est une preuve qu'il y a dans l'aplomb quelque chose qui va avec notre corps, que notre corps réclame pour pouvoir faire les choses. On a porté sur la tête partout et il y a encore à l'heure actuelle en Bretagne et dans des provinces, disons France profonde, des personnes qui ont porté sur la tête pour aller au lavoir tant que l'eau n'était pas dans les cuisines. Elles ne s'en sont pas passées par confort, elles se sont passées de cela parce que l'eau était dans la cuisine et qu'elles n'avaient plus besoin de sortir. Mais c'est beaucoup plus confortable de porter sur sa tête que de porter deux valises au bout des bras. C'est beaucoup moins lourd sur l'axe de la colonne vertébrale que de chaque côté du corps. J'ai porté ma valise sur la tête entre deux gares à Paris, et il y en a qui sont retournés forcément, et je pense que c'est une Portugaise qui a applaudi quand elle m'a vu passer. Je ne vais pas porter sur la tête pour aller au marché, mais peut-être qu'un jour ça viendra, je ne sais pas. Bon, je crois qu'il y a aussi, on a une vie sociale, donc il ne s'agit pas non plus de faire le clown, entre guillemets, c'est pas du tout faire le clown. Au quotidien, ça m'arrive de porter sur la tête, alors je vais vous dire quand, par exemple, je ne sais pas, c'est l'été, je fais de la marche, ça m'est arrivé de marcher avec quelque chose sur la tête, effectivement. Hein. Bon, mais il n'y avait personne pour me voir, ou c'était le paysan à l'autre bout de son champ, et bon, c'est pas gênant, hein. Je trouve très curieux en tout cas que des êtres